Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette présentation sur la maladie de Lyme, ce que tout le monde doit savoir. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Catherine Gagnon. Je suis coach santé, coach de vie, anciennement infirmière praticienne et super infirmière au Québec. Je suis une survivante et experte en maladie de Lyme et praticienne en neurosciences appliquées et en PNL avancée. La maladie de Lyme, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et vous allez découvrir pourquoi. Ce soir, les sujets qu'on va aborder, on va regarder la maladie de Lyme simplifiée. La maladie de Lyme, c'est une maladie qui est très complexe. Alors, mon effort, ça va être de la rendre la plus simple et claire possible dans votre tête. Et oui, Michel, elle est enregistrée. Je vais vous présenter un portrait typique d'une personne qui est affectée par la maladie dans tous les stades de la maladie. On va parler de quelques mesures préventives, comment vous protéger de cette maladie-là. Et pour les gens qui contractent la maladie ou qui vivent avec depuis longtemps, ou même peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils vivent avec ça, je vais vous donner des petits cues pour peut-être reconnaître si c'est quelque chose avec lequel vous vivez depuis longtemps. On va regarder les conditions gagnantes pour s'en sortir. OK? Donc, avant toute chose, j'aimerais vous raconter une petite histoire de pourquoi est-ce que je parle de la maladie de Lyme et pourquoi est-ce que ça me tient à cœur tant que ça. Maintenant, je suis guérie d'un stade 3 d'une maladie de Lyme chronique. Vous allez comprendre un petit peu plus loin c'est quoi les stades. Et je le sais maintenant comment manger, dormir, bouger, quel supplément prendre pour avoir de l'énergie. J'ai de l'énergie soutenue toute la journée, la clarté mentale. J'ai été très malade en 2016 avec la maladie de Lyme, mais j'ai été en mesure de faire un retour complet à mes activités normales. J'ai fait des recherches intensives quand je suis tombée malade. Vraiment, c'est des heures et des heures et des heures de recherche, des investissements massifs. J'ai arrêté de compter à 75 000 ce que ça m'a coûté pour retrouver ma vie et ma santé. Et si j'avais eu les informations que j'ai aujourd'hui et que je partage avec vous en partie, parce qu'on a 90 minutes ensemble, j'aurais sauvé au moins 50 000 des 75 000 que ça m'a coûté. Et aujourd'hui, je suis pas mal plus en harmonie entre mon corps et mon esprit, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Alors, en 2016, il y a 5 ans, en juin 2016, je suis tombée dans l'enfer de la maladie de Lyme et très rapidement, j'étais plus capable de digérer quoi que ce soit. Je mangeais quelque chose, j'avais des gros ballonnements, des gros maux de ventre. J'ai fait un pneumothorax spontané, donc un poumon qui décolle. J'étais à ça d'avoir besoin d'un drain pour le réexpandre. J'avais des grosses douleurs musculaires, des grosses douleurs articulaires, énormément de fatigue, une faiblesse intense. J'avais beaucoup moins de cheveux que j'ai maintenant, mais même à ça, juste de tenir mon séchoir pour sécher mes cheveux, j'avais pas de force, mon bras tombait. Ma vision était problématique, je ne voyais plus en 3D, je voyais en 2D, comme plate, et j'avais plein de corps flottants partout dans ma vision. Je m'étais mis à chercher mes mots sur des choses simples, tu sais, de chercher mes mots, là, tu sais, je me disais, OK, ça, c'est un crayon. Hein? Chercher mes mots vraiment de façon anormale. J'avais zéro concentration, pas de mémoire. Je souffrais d'énormément d'anxiété. Dans ce temps-là, je travaillais comme infirmière praticienne, donc j'avais une énorme responsabilité clinique de faire les bonnes impressions diagnostiques, d'examiner le patient, puis de donner les bons traitements. Donc souvent, je revenais à la maison avec un sentiment de panique après mon travail parce que j'avais l'impression d'avoir fait des erreurs, d'avoir oublié de quoi, d'avoir fait le mauvais diagnostic. Bref, je suis quelqu'un qui fait du deltaplane depuis 14 ans. Ce n'est pas dans mes habitudes de paniquer. Alors, à ce moment-là, c'était vraiment pas moi. J'avais la peau qui était vieillissante, comme si j'avais, mon Dieu, je me sentais comme si j'avais 60 ans, là, puis j'en avais 36 à ce moment-là. J'étais en préménopause, mais pas en préménopause, mais mes règles étaient aux 70 jours. J'avais des sueurs nocturnes. Mais j'étais frigorifiée. On était au mois de juillet, il faisait 28 degrés Celsius dehors et j'étais assise dehors avec une couverture parce que j'étais frigorifiée.
Je vivais vraiment un phénomène de dépersonnalisation. C'était comme, je ne me reconnaissais plus. J'agissais plus comme normalement avec les gens autour de moi. Je me demandais bien c'était quoi qui se passait. J'avais une hypersensibilité à la lumière, donc je n'étais plus capable de conduire le soir parce que avec la lumière, ça m'aveuglait tellement, ça me faisait mal à la tête que c'est ça, j'étais plus capable. Là. Même la lumière à l'intérieur, dans mon bureau, les néons, là, ça me donnait des gros maux de tête. Et j'ai eu une perte de poids spectaculaire. Je suis déjà pas très grosse. Puis j'ai perdu 20 livres, mais sur un corps déjà mince. Donc, j'avais de la difficulté à m'asseoir parce que mes os de, de mon fessier ressortaient tellement que j'en avais mal. Donc, c'est vraiment l'enfer de la maladie de Lyme. Donc, en 3 mois, je suis passée de la photo de gauche à celle de droite. Et littéralement, celle de gauche, elle a été prise en mai 2016. Et puis, 3 mois plus tard, là, j'étais vraiment à plat. C'était au point où est-ce que je travaillais encore comme infirmière praticienne, puis j'étais tellement fatiguée, puis j'avais de la misère à fonctionner que quand j'avais un petit bout de temps entre mes patients, j'allais faire une sieste sur la table d'examen. Tu sais, quand je n'avais pas de patient, c'était vraiment l'enfer. Donc, je savais que quelque chose devait changer, puis je savais qu'il fallait que je me mette en action rapidement parce que je me sentais carrément mourir. Je me sentais comme tout se détériorait. Et je passais une batterie de tests, j'allais voir mon médecin, puis j'ai dit, OK, je faisais plein de recherches, j'allais voir mon médecin, je dis, OK, teste-moi là-dessus, 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 là-dessus. Là, mon médecin a dit, OK, si tu le demandes, parce qu'elle savait que je suis infirmière praticienne, elle savait que j'avais des connaissances. Puis, il n'y a pas grand-chose qui sortait dans les tests. Et ma médecin, à un moment donné, elle dit, ouais, Catherine, a dit, tu sais quoi, elle dit, c'est le stress. Tu es trop stressée. Là, j'ai dit, non, non, non. J'ai dit, non, non. En 36 ans d'habiter dans ce corps, je n'ai jamais senti comme s'il y a quelque chose qui est en train de me bouffer de l'intérieur. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait que je me retrousse les manches et que j'étais toute seule dans la bataille parce qu'il n'y avait pas personne qui était capable de trouver ce que j'avais. Alors, j'ai fait des recherches incessantes. C'était vraiment à temps plein. Beaucoup d'expérimentation. Aussitôt que je trouvais un test ou un supplément ou quelque chose, je le commandais. Je faisais de l'essai-erreur, beaucoup. Puis ça m'a pris 8 mois avant de trouver le diagnostic de la maladie de Lyme. Puis je vais vous parler comment on fait ça. Et c'est là aussi que j'ai découvert quelque chose qui a vraiment tout changé. J'étais sceptique au début, je ne pensais pas que ça allait fonctionner pour moi, mais j'ai vraiment persévéré d'une façon que je n'avais jamais faite avant. Puis on entend souvent ça de gens qui ont eu des grosses maladies ou qui ont été à l'article de la mort. C'est comme si tout d'un coup, toutes nos ressources sont mobilisées, y compris les ressources financières, et on se met en action comme on n'a jamais fait avant. Et c'est même avant de savoir qu'il s'agissait de la maladie de Lyme, j'ai commencé un traitement avec des plantes médicinales qui sont utilisées depuis 25 ans aux États-Unis par des naturopathes. J'ai vraiment sauvé mon cerveau comme ça. J'ai créé un protocole à base de plantes médicinales, de suppléments naturels, parce que je ne voulais pas prendre d'antibiotiques conventionnels. Je savais que, en rétrospect, je savais que ce n'était pas une maladie qui était nouvelle. Je savais que je l'avais contractée en l'an 2000 en Australie. Donc, cette maladie-là, elle a été dormante dans mon système pendant 16 ans. Puis, c'est juste en faisant mes recherches que j'ai fait le lien. Je dis, ah oui, je me rappelle, j'étais en Australie, j'avais 20 ans, puis j'ai eu une tique qui s'est attachée ici. Puis, je n'étais pas infirmière dans ce temps-là, j'avais 20 ans, j'ai essayé de l'enlever. Puis, dans un mouvement de panique, je l'ai enlevé, mais j'ai eu pendant 3 semaines un gros rash, là, un gros érythème, une ecchymose, comme si quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans la poitrine, puis j'ai eu tous les signes et symptômes de la primo-infection de maladie de Lyme. Donc, en 2016, quand tout ça s'est sorti, là, je me suis alignée sur la piste de la maladie de Lyme et j'ai commencé un traitement avant même de savoir que c'était ça, puis vraiment, je suis contente parce que j'ai sauvé mon cerveau. Et en 4 mois du protocole que j'ai créé, j'ai retrouvé 80% de ma normale, ce qui est à peu près du jamais vu pour une maladie de Lyme chronique. J'ai été en mesure de retrouver mon énergie pour travailler, puis cette énergie-là était de plus en plus soutenue,
ma clarté mentale, ma concentration, capable d'avoir une humeur stable, d'arrêter de paniquer puis d'être anxieuse, retrouver mes muscles. Puis là, ben, c'est ça, j'ai mis une photo d'un de mes deltaplanes. Le deltaplane, c'est un sport qui est très musculaire. Donc, une des choses qui était la plus difficile pour moi, c'était d'avoir perdu tous mes muscles puis de ne plus être en mesure de faire quoi que ce soit. Puis je me disais, Colin, je ne serais plus capable de voler en delta parce que pour moi, c'est une passion. Ça m'amène dans des états où je me sens super bien. Donc, mes muscles sont revenus et j'ai été en mesure de progressivement reprendre mes activités normales. En 8 mois, j'étais à peu près à 90% de ma normale. Et je peux maintenant dire que j'ai retrouvé ma vie au-delà de la maladie de Lyme. J'ai complètement récupéré, ce qui est assez du jamais vu pour une maladie de Lyme chronique. Pour les gens, là, si vous connaissez quelqu'un qui en est atteint ou si vous êtes atteint, personnellement, vous-même, vous savez à quel point c'est difficile. Bref, c'est là que j'ai développé un système qui s'appelle la vie au-delà de la maladie de Lyme. Parce que je me suis dit, si moi, je m'en suis sortie, puis là, j'étais consciente de toute la souffrance qu'il y avait autour, j'ai dit, OK, il faut que je puisse aider les gens. Donc, j'étais infirmière praticienne depuis 2012. Je suis devenue coach santé en 2016. Puis, quand moi, j'ai fait les recherches pour la maladie de Lyme, j'ai vu à quel point il y avait un fossé dans les connaissances. Je me disais, OK, il faut faire quelque chose. Et depuis 4 ans que j'aide des gens qui sont atteints de la maladie de Lyme à retrouver leur santé et leur vie en sauvant du temps et de l'argent. Parce que comme je disais, si j'avais eu les connaissances que j'ai maintenant, quand j'étais malade, j'aurais sauvé au moins 50 000 des 75 000 que ça m'a coûté pour récupérer ma santé. Donc, c'est en utilisant un peu les mêmes étapes que je vais vous partager que mes clients ont transformé leur santé physique et émotionnelle pour retrouver leur vie, leur santé. Et mon objectif, c'est de vous aider à accroître vos connaissances pour vous protéger de cette maladie-là, pour pouvoir la reconnaître rapidement. J'ai une de mes amies, une de mes très bonnes amies qui est parapentiste au Mont-Yamaska, où est-ce qu'on vole, qui a contracté la maladie l'été passé, puis elle m'a appelée, elle n'était pas sûre, elle dit « je ne sais pas trop, c'est ça? » Elle m'a parlé au téléphone, j'ai dit « oui, consulte sa presse, puis dis ça, puis bon, bref, j'ai dit quoi faire. » Puis, ça, c'était l'été passé, elle a eu un traitement parce que c'était effectivement la maladie de Lyme. Puis, cet hiver, on était en ski de fond ensemble, puis je lui demandais si elle avait des vestiges de ça. Elle dit non, elle dit j'ai tout récupéré, elle dit ça va bien. Elle me regarde, elle dit tu sais quoi, elle dit une chance que tu as eu la maladie de Lyme. Je dis ah oui. Elle dit pas parce que je voulais que tu souffres, mais elle dit parce que toi, tu l'as eu, puis tu nous en as parlé dans notre communauté de vol libre. Elle dit moi, j'étais en mesure de reconnaître les signes et symptômes rapidement, puis d'avoir un doute, puis d'allumer que c'était peut-être ça, puis de consulter à temps. J'ai dit, ben écoute, tu m'encourages à continuer à le faire et c'est une des intentions que j'ai avec vous ce soir pour accroître vos connaissances là-dessus, pour vous aider, vous ou quelqu'un que vous aimez, si jamais ça vous arrive. Alors, comme je disais, aujourd'hui, vous allez apprendre comment reconnaître la maladie de Lyme et comment s'en protéger, les conditions gagnantes pour s'en sortir et comment approfondir ça davantage pour retrouver votre santé, votre énergie, votre humeur si vous êtes affecté ou si vous connaissez quelqu'un qui est affecté par cette maladie-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de la maladie de Lyme? Depuis quelques années, on voit vraiment une augmentation rapide, exponentielle de cas de maladie de Lyme. C'est une maladie qui est principalement transmise par les tiques à pattes noires, que vous voyez, le petit insecte qui est là à l'écran. C'est une maladie, donc la tique est transportée par plusieurs vecteurs, comme on dit, des animaux. Ça peut être des chevreuils, ça peut être... En fait, le vecteur principal, c'est la souris sylvestre, la souris à pattes blanches en Amérique du Nord, mais il y en a beaucoup sur les chevreuils, surtout les cerfs de Virginie, les oiseaux migrateurs, les reptiles, les serpents, les lézards. Bon, on en voit moins au Québec, là, mais les tiques peuvent s'accrocher. Et les animaux domestiques, les chats, les chiens qui peuvent rentrer dans la maison. Puis là, ben, la tique, elle se promène, puis elle peut aller s'attacher à l'humain. Bref, en termes de stades, il y a 3 stades de la maladie de Lyme. Il y a le stade aigu, puis je vais vous présenter les signes et symptômes du stade aigu. Le stade aigu, c'est quand une tique vient de vous piquer à l'intérieur des premiers 30 jours. Okay? Fait que ça, c'est le stade aigu et c'est là que c'est super important de le reconnaître et d'aller chercher un traitement rapide.
Il y a le stade ensuite disséminé précoce qui est entre 1 mois et 3 mois post-morsure de tique, où est-ce que là, les micro-organismes, les bactéries, les pathogènes qui ont été injectés par la tique vont commencer à se disséminer dans le corps et à rentrer dans différents systèmes, OK? Et à créer des symptômes dans d'autres systèmes. Donc ça, c'est entre 1 et 3 mois post-morsure. Et ensuite, le stade 3, qui est la disséminée tardive, c'est ce qui est en ligne vers la maladie de Lyme chronique. Ça fait plus que 3 mois de la morsure de la tique. Et là, ça crée toutes sortes de problématiques dans toutes sortes de systèmes. Puis je vais vous en parler, c'est quoi les signes et symptômes de ça pour pouvoir le reconnaître. Même chez des gens qui souffrent depuis longtemps. En fait, il y a des hypothèses médicales en ce moment qui parlent que la fibromyalgie et le syndrome de fatigue chronique, c'est des diagnostics qui sont reconnus, mais pour lesquels on n'a pas encore l'étiologie, on ne connaît pas la source. Bref, il y a des hypothèses médicales qui disent que ces deux maladies-là pourraient être causées par de la maladie de Lyme non traitée. Les symptômes se chevauchent tellement et quand des gens qui ont été traités pour la maladie de Lyme et qui avaient la fibromyalgie ou la fatigue chronique, tout d'un coup, leurs symptômes de fibro ou de fatigue chronique se sont mis à s'améliorer tout en même temps. Bref, il y a des hypothèses là-dessus et on sait que ce sont deux autres maladies qui sont très débilitantes, la fibromyalgie et la fatigue chronique. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Bien, les lignes directrices changent, ont changé beaucoup quand j'étais infirmière praticienne et continuent à changer pour le stade précoce. Mais qu'est-ce qui prévaut en ce moment? C'est d'avoir recours à une antibiothérapie préventive si la tique a été attachée, donc la tique, quand elle rentre sa tête dans la peau, si elle a été attachée plus que 24 heures dans un secteur géographique qui est visé, je vais vous montrer la carte après. Au Québec, les pharmaciens sont en mesure d'offrir une dose de ce qu'on appelle de prophylaxie, de prévention. Donc, c'est, mettons que vous vous faites mordre par une tique et que vous n'êtes pas capable de voir un médecin avant la semaine prochaine ou on sait que ce n'est pas toujours évident d'avoir un rendez-vous, vous pouvez aller voir votre pharmacien et demander, il va y avoir un questionnaire, mais dire que vous avez eu une tique, accroché pendant au moins 24 heures et il va être en mesure de vous donner au moins une dose d'antibiotique. Ce que ça fait, ça vous donne du temps. Ça vous achète du temps si jamais la tique était infectée avec la maladie de Lyme. Okay? En ce moment, il y a beaucoup de controverses sur la reconnaissance du diagnostic des phases 2 et 3, surtout la phase 3 qui est chronique, qui est plutôt appelée un syndrome post-infectieux de Lyme. Donc, soit que c'est des gens qui ont été traités en phase aiguë et qui ont encore des symptômes plus que 3 mois après, ou que c'est des gens qui n'ont pas été découverts à temps et qui ont développé le stade disséminé tardif et qui peinent à obtenir un diagnostic. Au Canada, aux États-Unis, même en Europe, il n'y a pas personne qui s'entend sur le diagnostic de ça et ce n'est pas évident de faire le diagnostic de ça. Je vais vous dire pourquoi plus tard. Les tests ne sont pas fiables à 100%. En ce moment, au Canada, si on suspecte une maladie de Lyme, vous allez aller faire une sérologie qu'on appelle un ELISA. Un ELISA, c'est pour détecter si vous avez des anticorps à l'antigène, la protéine là, de la maladie de Lyme. Et si ce test-là est positif, il va se rendre à l'Institut national de microbiologie à Winnipeg et eux vont refaire une autre sérologie ELISA. Et si cette sérologie-là est positive, là, ils vont aller faire le test d'immunoblot qu'on appelle le Western blot, le transfert par immunoblot. Et ce Western blot-là, c'est celui qu'on veut qui est plus spécifique et qui est plus prédictif que c'est une maladie de Lyme. Le problème avec ce dosage de test-là en 2 étapes, c'est qu'on passe à côté de 80% des cas. Moi, quand j'ai été testée pour la maladie de Lyme, mon premier test d'anticorps était positif, mon premier ELISA était positif, mais quand ça a été envoyé à Winnipeg, leur test de sérologie était négatif, donc ils n'ont pas fait de Western blot, puis ils ont renvoyé à mon médecin comme quoi que le premier ELISA, c'était un faux positif. Là, moi, j'ai dit, non, t'as une minute, là, parce que l'ELISA, il est quand même assez sensible. Je me suis dit, t'as peu, là. J'ai appelé à Winnipeg, j'ai dit oui, je suis infirmière praticienne, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on fait avec un premier test qui est négatif, mais que votre test de confirmation, premier test positif, mais que votre test de confirmation revient négatif.
Alors, elle dit, madame, on envoie un deuxième échantillon. Ah, ben, je dis, merci beaucoup. Alors, j'ai fait ça. Mais tout ça, ça prend du temps, là, parce que ça prend à peu près 6 semaines entre le temps qu'on a l'ELISA positif, mettons au Québec ou n'importe où au Canada, que c'est envoyé à Winnipeg et que là, Winnipeg renvoie l'information au médecin. Alors là, j'ai envoyé un autre test d'ELISA. Et là, on était rendu presque 3 mois plus tard. Et en même temps, j'ai envoyé un test aux États-Unis, en Californie, avec un laboratoire qui s'appelle IGNex. Donc, le deuxième ELISA est revenu encore plus positif. Mes anticorps avaient doublé 3 mois plus tard. Le test d'IGNex aux États-Unis était complètement positif. Et Winnipeg revenait toujours négatif. Pourquoi? J'ai découvert que Winnipeg, leur test de sérologie de confirmation ne teste qu'une seule souche de maladie de Lyme, de borréliose qu'on appelle. La Borrelia burgdorferi, c'est le nom de la bactérie. Mais il existe 300 souches de borréliose dans le monde. Et moi, il y a des fortes chances que celle que j'ai attrapée est en Australie il y a 20 ans. Donc, c'est pour ça que ma bactérie, elle ne sortait pas dans le test de Winnipeg. Donc, Winnipeg ne faisait pas le Western blot qui m'aurait beaucoup servi pour le diagnostic. Et c'est pour ça que j'ai dû l'envoyer aux États-Unis qui ont fait d'emblée le Western blot et tadam, c'était complètement positif. Okay? Donc, moi, j'avais l'avantage d'être professionnelle de la santé avec un accès au dossier médical électronique pour voir les résultats et compagnie, puis pas me laisser impressionner quand je me fais dire que c'est le stress. Mais monsieur, madame, tout le monde qui n'ont pas cette formation-là, puis qui ils vont voir leur médecin puis qui font confiance et que malheureusement, ils passent à travers une machine de test qui n'est pas fiable, on passe à côté de beaucoup de cas et c'est très, très problématique. Le problème aussi, c'est que quand le test sort négatif, ben, la maladie continue de se disséminer et puis elle fait des dommages dans le corps. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. La maladie de Lyme, c'est la première maladie qui a une corrélation directe avec le réchauffement climatique. Je la trouvais bonne. Mais en fait, c'est la première fois qu'on a une maladie qui est répertoriée qui a un lien direct avec le réchauffement climatique dans le sens qu'on a vu l'évolution de la présence de populations de tiques qui va de plus en plus au nord de l'Amérique du Nord. Alors, je vais vous montrer des cartes. Ici, c'est une carte en 2017 au Québec. Ici, vous voyez 2018. Donc, en orange, on voit que c'est un risque significatif. Donc, c'est une zone qui est très endémique. Comment ils font pour répertorier ça? Les scientifiques, ils se promènent dans les forêts avec des genres de grands feutres qui frôlent là, les branches, les herbes, les feuilles par terre, puis les tiques vont s'accrocher après ça. Parce que les tiques, en fait, ils ne sautent pas des arbres, ils sont vraiment situés au sol, dans les grandes herbes. Et puis, elles sont là, avec leurs pattes comme ça, prêtes à s'accrocher à n'importe quoi qui a du poil, puis qui est chaud, ou qui a une peau là, qui pourrait s'accrocher pour aller boire le sang. Alors ça, c'est en 2018. Et ici, on est en 2020. Alors, je veux juste comme reculer les slides. 2018, on voit que l'Estrie, surtout la Montérégie, Brome-Missisquoi, Haute-Yamaska, puis l'Outaouais sont les zones les plus touchées, les Basses-Laurentides, un peu dans la Naudière, un peu dans la Mauricie, un peu au Lac-Saint-Jean. Et on voit que en 2020, il y a des zones qui étaient jaunes ici, qui sont devenues en orange. Même chose là, en Montérégie, dans l'ouest ici, il y a d'autres zones là, qui sont devenues en orange. Même chose dans les Basses-Laurentides ici. Là. Okay? Donc, la prévalence est en augmentation. Et ce n'est pas parce que la maladie de Lyme n'a pas été répertoriée dans une région qu'elle ne l'est pas encore. C'est juste qu'elle n'a pas été répertoriée. Des fois, j'entends des histoires comme des gens qui ont consulté des médecins ou enfin qui ont soulevé la possibilité que peut-être leurs signes et symptômes sont dus à la maladie de Lyme et qui se sont fait dire « Ah, il n'y a pas de maladie de Lyme ici dans notre région, quoi que ce soit. » Alors, je veux juste vous
vous inviter à voir que ce n'est pas parce qu'elle n'a pas été répertoriée sur la carte qu'elle n'est pas là. Puis, des fois, c'est des voyages aussi. Ça se peut que vous ayez voyagé dans des zones endémiques il y a longtemps et que vous ne saviez pas que vous avez été mordu par une tique. Okay? Fait que ça, c'est au Québec. On voit ici la carte des États-Unis, donc on voit que c'est très, très concentré au niveau du nord-est. Sur le Center for Disease Control, là, il n'y avait pas rien de plus jeune, plus récent que 2018. Mais on voit là, que c'est vraiment ici au nord-est, puis ici là, dans le milieu, le proche des Grands Lacs. Donc, si on parle pour nous, les régions au Québec, les régions limitrophes, ben, ça fait du sens là, que c'est toutes nos régions du sud du Québec là, qui sont affectées. Okay? Il y en a quand même en Floride, puis il y a quelques points là, dans les autres États, mais la maladie de Lyme a été, la première fois qu'elle a été répertoriée, c'est dans le Connecticut, dans une ville qui s'appelle Lyme, d'où le nom là, à la maladie de Lyme. Alors, nos voisins du Sud, en fait, la dernière statistique que le CDC donnait, c'est qu'il y aurait à peu près 300 000 nouveaux cas par année de maladie de Lyme aux États-Unis. Puis là, je viens de lire qu'ils ont fait une nouvelle estimée avec les compagnies d'assurance, puis ce qui est répertorié. Et ils estiment qu'au lieu de 300 000 par année, ça serait 475 000 nouveaux cas par année aux États-Unis. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Nous, au Québec, on a ici les taux d'incidence qui ont augmenté, mais ça, c'est les cas déclarés. Alors, la donnée la plus récente, c'est 2019, c'est 500 cas déclarés. Sauf que on le sait que, étant donné, comme je vous parlais tantôt, le test qui n'est pas fiable à 100%, c'est clair qu'il y a plein de gens qui ne sont pas détectés. Il y a plein de cas qui ne sont pas détectés et donc qui ne sont pas déclarés. Alors, ces chiffres-là, moi, je me dis, tu sais, si aux États-Unis, il y en a au-dessus de 300 000 par année et au Québec, il y en avait 500 cas en 2019, mais en 2019, au Canada, en général, c'était 2700 cas. Donc, mettons 3000. Ça veut dire qu'aux États-Unis, il y aurait eu 3000 cas de plus par année que nous autres au Canada, mais ils ne sont pas 1000 fois plus de population. Donc, soit que nos frontières sont vraiment fermées aux tiques, ou qui sont vraiment bonnes à ne pas importer des tiques, ou que c'est nos tests qui ne sont pas en mesure de détecter les cas. J'oserais avancer l'hypothèse que ce sont les tests. Okay? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Ou si ça va? Vous pouvez utiliser le chat s'il y a des questions ou même des commentaires ou si même vous avez des réactions par rapport à ça, parce que là, je ne vois pas vos visages. Mais je sais qu'habituellement, quand je donne la conférence en présentiel, là, je vois des grands yeux. Là, fait que oui, c'est important de savoir ces choses-là, puis de pouvoir agir rapidement si ça vous arrive ou si ça arrive à quelqu'un que vous aimez. Alors, comment est-ce qu'on se protège de cette maladie-là? L'idée, c'est le vecteur principal, c'est les tiques à pattes noires. Il y a d'autres modes de transmission. Il y a une hypothèse qu'elle pourrait être transmise par les moustiques, mais ce n'est pas vérifié, par les mouches de sable, mais ce n'est pas vérifié non plus. On sait qu'il y a une transmission de la mère au fœtus. Et il y a des études qui émettent la possibilité que ça pourrait être transmis de façon sexuelle parce que la maladie de Lyme, la Borrelia, qui est une bactérie, c'est un spirochète. C'est une cousine de la syphilis qui est un spirochète elle aussi. Puis on sait que la syphilis, elle est transmise par les relations sexuelles et par le sang. Alors, dans le cas où est-ce que nous, on veut agir, c'est principalement au niveau des tiques, de se protéger de morsures de tiques. Comme je vous disais tantôt, les tiques, ils se maintiennent surtout par terre, dans les grandes herbes, un peu dans les... Tu sais, si on marche là, des arbres, là, tu sais, les branches là, qui sont à la hauteur du corps, mais ils ne sont pas là, dans les arbres puis sauter par en bas. On dit de marcher dans les sentiers, quand vous allez, mettons, marcher en forêt, éviter les herbes hautes. Utiliser un chasse-moustique. OK. Donc, moi, j'ai eu la maladie de Lyme, j'ai été très échaudée de ça. Alors, quand je vais en forêt ou quand je vais dans la nature, j'ai vraiment mon approche par étapes pour m'assurer que ça ne m'arrive plus jamais. Alors, j'utilise un chasse-moustique à base de DEET.
Il y en a plusieurs. Il y a Watkins. Bref, la plupart des anti-moustiques et anti-tiques sont à base de DEET. On en trouve dans les pharmacies, au Canadian Tire, dans les magasins de plein air, Walmart, ces choses-là. On veut au moins 30 % de DEET pour que ce soit efficace. Le problème avec le DEET, c'est que c'est très toxique. On ne veut pas mettre ça sur la peau, ou enfin le moins possible. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets du DEET sur mes souliers, sur mes bas, puis le bas de mes vêtements, puis le pourtour des manches ici. OK? Parce que je me dis, ben si jamais ils arrivent là, les tiques, là, ils n'aiment pas ça, ils vont s'en aller. Fait que ça, c'est pour le plus toxique. Ensuite, j'utilise un produit qui s'appelle du icaridine à 20 % qui est aussi efficace que le DEET, mais pas aussi toxique. Fait que lui, je l'utilise sur les bras, sur les jambes, okay? Sur la peau, parce que des fois, ben, on est en short, puis on mange coupe, puis on aime ça profiter du soleil. C'est un produit qui s'appelle Care Plus, qui est en vente. Moi, je le commande en ligne sur Mountain Equipment Co-op, mais on peut le trouver chez Walmart. Bref, c'est facile de le trouver en ligne. Alors ça, je mets ça sur les bras, les jambes. Et ensuite, les zones plus sensibles, là, j'utilise des huiles essentielles. Un produit à base d'huile essentielle. On a au Québec, à Bromont, Michael Zayat, qui fait des super belles huiles essentielles. Puis maintenant, leur produit qui s'appelle Antitique, c'est une petite bouteille, là, on shake les huiles ensemble, puis c'est un petit spray. Maintenant, leur produit Antitique est disponible chez les magasins Avril. Donc, dépendamment où est-ce que vous êtes au Québec, Avril a quand même des filiales, là, Brossard, Laval, Québec, Lévis, Sherbrooke, Magog. C'est super le fun d'avoir ça. Oui, c'est une belle entreprise, Ayat Aroma. Ils font des belles huiles essentielles. Donc, j'aime beaucoup utiliser leur huile essentielle. Et il y a une autre compagnie qui, elle, est au Vermont. Au Vermont, c'est deux femmes qui ont parti cette compagnie-là d'huile essentielle pour un répulsif à tiques. Et je les ai rencontrées dans une conférence que je donnais au Maine il y a 2 ans. C'est une grosse conférence sur la maladie de Lyme dans le Maine, aux États-Unis. Puis c'est des deux femmes super le fun, super énergiques, qui ont à cœur là, la santé des enfants, hein, parce que surtout les enfants, là, leur peau est super sensible. Donc, ça s'appelle Yaya Organics. Et on peut commander en ligne. C'est sûr, il y a du shipping là, pour la livraison, là, pour faire venir au Canada. Mais c'est des vraiment beaux produits là, que je garde toujours là, dans ma pharmacie. En passant, si vous voulez avoir accès à les produits ou les sites web où commander ça, j'ai tout un document qui est tout écrit que je peux vous envoyer avec l'enregistrement de la conférence. OK? Donc, les huiles essentielles pour les zones sensibles, moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'en mettre au niveau des aines, des aisselles, à l'intérieur puis autour des oreilles. Littéralement, je prends le spray puis je m'en spray dans les oreilles parce que les tiques aiment ça aller, là, dans les petits endroits sombres et fermés où est-ce qu'ils vont être à l'abri là, pour pouvoir piquer en paix. Derrière les genoux, en bas des fesses, en bas du dos, puis la nuque. Donc, c'est toutes des zones sensibles où est-ce que la peau, elle est mince. Et la tique, ben, elle aime ça parce que le sang est proche, mais c'est aussi des zones où est-ce que vous absorbez beaucoup plus facilement les produits. Les huiles essentielles, c'est c'est une super belle modalité là, pour se protéger comme il faut. C'est important de porter des vêtements longs et clairs. Pourquoi clair? C'est parce que si, mettons, vous voyez une tique marcher sur un chandail blanc, c'est plus facile à voir qu'un chandail noir. Des souliers fermés, un chapeau. Et je riais un peu avec des collègues au club de vol libre quand je leur parlais là, de la prévention. Je dis, on va partir la mode du chandail dans les pantalons puis les pantalons dans les bas. Parce que j'ai beaucoup de mes collègues en parapente qui montent la montagne à pied au Mont-Yamaska, puis on est une zone endémique, hein, fait qu'il faut se protéger. Quand vous revenez de l'extérieur, c'est important de vous examiner. Puis il y a des zones que dans le dos, dans le bas du dos, c'est difficile de s'examiner. Donc, préférablement, s'il y a quelqu'un qui est capable là, de regarder ces zones-là pour vous. Mais allez vraiment chercher là, les aines, le nombril, les aisselles, les oreilles, la nuque,
en arrière des genoux, le bas des fesses, le bas du dos. C'est des endroits de prédilection là, pour les tiques. Examinez votre équipement. Puis si vous avez des animaux avec vous, examinez-les aussi, chiens et chats. Idéalement, les faire porter des colliers anti-tiques pour répulser les tiques. Quand j'avais mon chien, moi, j'utilisais un produit à base de gouttes. Là. On mettait 3 gouttes à la base du cou, puis ça durait 1 mois. Fait que c'était super. Puis 1 mois, je l'avais oublié, puis ma pauvre chienne, elle avait eu une tique. Si vous avez des doutes là, que vous avez été en zone d'exposition ou si vous avez été dans les grandes herbes, quoi que ce soit, mettez vos vêtements dans la sécheuse au moins 10 minutes pour faire retirer les tiques ou juste les laver à l'eau chaude, les vêtements, puis les mettre dans la sécheuse par la suite. Si vous habitez pas juste en campagne, mais en ville, puis que dans votre cour, dans votre environnement, s'il y a beaucoup de feuilles mortes, des tas de feuilles mortes ou des branches, c'est important de les éliminer parce que ça, c'est des endroits de prédilection pour les tiques. Elles aiment beaucoup se tenir dans ces endroits-là. OK? Alors, la prévention est toujours la meilleure, le meilleur traitement, comme on dit. Alors ça, c'est la tique Ixodes scapularis, qui est la plus prévalente en Amérique du Nord. Quand elle est à la forme larvaire, c'est 1 millimètre. C'est la taille d'un point à la fin d'une phrase là, quand vous écrivez. Okay? Et à chaque stade de développement, la tique doit avoir un repas de sang. Donc, la larve, comme c'est son premier repas, si elle mordait un humain, ce n'est pas la fin du monde, mais souvent, les larves, ils vont être plus ils vont être plus portés à mordre un animal. Et ensuite, c'est ça, la nymphe, déjà, elle peut transmettre la maladie et ensuite, c'est la femelle qui va avoir le dernier repas, le dernier mot à dire. C'est elle qui va transmettre le plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que la tique, elle va insérer, vous voyez, là, les 2 petites mandibules, là, sont ce qu'on appelle le rostre. Elle va en fait sécréter un liquide anesthésiant qui fait que vous ne sentez pas quand elle va vous mordre. Et elle va insérer son rostre dans la peau. Je le sais, c'est dégueulasse. Dans la peau. Et là, elle va commencer à boire de votre sang. Et comme elle boit, puis qu'elle doit faire de la place dans son propre estomac, elle va rejeter de la salive, puis elle va rejeter des produits là, de son estomac. Et c'est dans son estomac qu'elle contient les bactéries. Donc, elle va rejeter les produits de son estomac en dessous de la peau, qui va venir aussi endommager les capillaires autour. Donc, ça va vous faire saigner encore plus dans la peau, fait qu'elle va avoir accès à encore plus de sang. Okay? C'est la tique femelle qui, vous voyez, elle a un abdomen, là, contrairement au mâle qui est tout rigide. Elle a un abdomen ici qui est souple pour pouvoir prendre énormément d'expansion, pour avoir assez de sang pour pondre énormément d'œufs, des œufs. Dans les études, j'ai vu une étude qui avait pesé, en fait, une tique avant et après son repas. Et puis, elle était 624 fois plus lourde après son repas qu'avant. Fait que pour un être humain, ça serait comme de passer de 60 kilos à 37 tonnes après 4-5 jours de repas. On serait vraiment des gloutons. OK? Donc, c'est en fait cette grosse quantité-là, c'est un gros repas comme ça qui permet aux tiques de pondre plusieurs centaines de milliers d'œufs à la fois. OK? Alors, c'est ça. Le problème avec la tique, c'est que c'est un peu comme l'aiguille sale de la forêt. Hein? Si vous imaginez qu'avant de mordre un humain, ben, la larve, elle a peut-être mordu une souris, puis après ça, la nymphe, elle a mordu un chevreuil, puis là, elle est rendue à vous, ou en tout cas, elle a peut-être mordu un serpent ou un reptile ou un oiseau. Fait que c'est quasiment comme si on se promenait, on parle de vaccination ces temps-ci, puis on vaccinait les gens toujours avec la même aiguille. OK? Alors, la tique, elle est vraiment reconnue pour transporter énormément de pathogènes, que ce soit des bactéries, des virus, des parasites, et c'est ce qu'elle transmet quand elle est attachée à la peau.
Les lignes directrices disent « Ah, on va donner un traitement en prévention si la tique elle a été attachée plus que 24 heures. » C'est un peu dur à dire 24 heures. Des fois, il y a des mondes qui vont dire ben, « gonfler, fait que ça fait tant de temps. » Mais il y a des études qui démontrent que la tique peut transmettre la maladie de Lyme dès les premiers instants de son repas parce elle recrache de sa salive puis du contenant de son estomac. Donc, il y a des études qui démontrent qu'en dedans de 10 minutes, la contamination par la maladie de Lyme peut se faire. Okay? Fait qu'on n'y est pas avec ça. Les lignes directrices avant, c'était 72 heures. Puis là, moi, je me dis, quand j'étais infirmière praticienne, puis je lisais ça. Puis là, il nous disait de ne pas traiter si la personne, la tique, avait été attachée moins de 72 heures. Mais je me disais, quelle personne va avoir attendu 72 heures ou va être en mesure de se dire, ah oui, oui, c'était là 3 jours. Je me dis, on ne peut pas prendre de chance avec ça. Si vous vous faites mordre par une tique, il y a plusieurs controverses sur comment retirer la tique. Ça, c'est celles qui s'entendent le mieux. Dans le rostre de la tique, il y a des genres de pics, en fait, des pics vers le haut, que quand vous essayez de la tirer, là, les pics, ils retiennent le rostre, ils retiennent la tête dans la peau très, très fermement. Donc, moi, j'aime bien le tire-tic, ici à droite, qu'on trouve, les cliniques vétérinaires en ont, les pharmacies en ont. Il y a un petit kit qu'on peut commander d'un organisme canadien qui s'appelle CanLime. C'est un tick kit, puis il y a un tire-tic dedans. Il y a un petit contenant pour mettre la tique aussi. Il y a un petit tampon d'alcool pour désinfecter la peau. Bref, j'aime beaucoup le tire-tic. C'est comme pour enlever un clou, là, sauf qu'on ne le tire pas comme ça, on la tourne. Okay? Et avec le tire-tic, on tourne, puis ce que ça fait, c'est que le rostre, avec les genres d'épines, en tournant, c'est comme si ça remet les épines plus alignées là, pour pouvoir extraire la tique sans lui causer de traumatisme. L'autre technique, c'est d'avoir une pince à bout mince, à bout pointu, pas une pince à sourcils à bout large. Une pince à bout pointu, puis là, vous allez chercher le plus près possible de la peau et vous tirez vers le haut. Ce qui est important de faire, c'est il ne faut pas peser sur l'abdomen parce que c'est là que la tique, elle peut régurgiter les contenus de son estomac, puis vous contaminer là, avec ces multiples bactéries, virus et pathogènes. Fait qu'on ne veut pas écraser son abdomen. On ne veut pas non plus... il y a des gens qui mettaient une cigarette là, ou du feu là, proche de l'abdomen de la tique, puis là, elle se retirait d'elle-même, sauf que en se retirant et en étant stressé, elle régurgite. Et il y a du monde qui mettait aussi de la vaseline ou des choses comme ça pour l'étouffer. C'est pas très efficace, en fait. Dans toutes les lignes directrices, j'ai trouvé ces deux méthodes-là sont à privilégier. Et si jamais vous retirez la tique puis la tête reste implantée, la tête comme telle n'est pas contagieuse. Moi, quand j'ai eu la tique à l'âge de 20 ans, je ne savais même pas que c'était une tique dans ce temps-là. Là. Je ne savais pas c'était quoi. Là. J'avais quelque chose ici qui ne partait pas. Puis là, je me rappelle d'avoir regardé sur ma poitrine, d'avoir vu des petites pattes qui faisaient ça. Puis j'ai fait « Ah! » Puis la tête est restée pognée. Mais le problème, c'est que je l'ai écrasée en l'enlevant. Fait que si la tête reste prise, c'est pas nécessairement problématique. Ça ne veut pas dire que ça va contaminer parce que les contaminants sont dans l'estomac de la tique, sauf que ça pourrait développer une infection. Fait que c'est important d'aller consulter pour faire retirer ça. Dépendamment des régions, puis dépendamment des lignes directrices, il y a des régions qui analysent encore les tiques. Donc, si vous faites mordre par une tique, vous la mettez dans un petit contenant, vous allez consulter, puis le médecin peut envoyer une requête pour faire analyser la tique. Aux dernières nouvelles, c'était plus dans les lignes directrices de faire analyser la tique parce qu'ils savent maintenant que les régions sont endémiques. Mais il y a certaines personnes qui désirent encore faire tester la tique. Donc, si c'est un fort désir que vous avez, il y a des requêtes qui existent. Là, c'est pas impossible de le faire. Donc, après avoir retiré la tique, c'est important de nettoyer la peau, de la désinfecter si vous avez un tampon d'alcool ou au moins là, de l'eau puis du savon pour la désinfecter et d'aller consulter pour discuter là, d'un traitement préventif.
si vous n'êtes pas en mesure, comme je vous disais, d'aller voir un médecin rapidement, le pharmacien peut vous donner une dose d'antibiotiques en prophylaxie. Et ça va vous acheter du temps. Vous pouvez aussi appeler le 811 pour demander quoi faire avec tout ça. J'ai souvent des gens ou des amis qui m'appellent « Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? » Parce que des fois, ben, on le sait que c'est problématique, des tiques, puis que ça peut nous faire paniquer un petit peu. Fait que le 811, c'est une belle ressource aussi là, pour vous enligner, pour aller voir vos ressources locales les plus proches. Alors, la maladie de Lyme, si on parle de la phase aiguë de la maladie de Lyme, ça ici, ce que vous voyez dans la photo, c'est ce qu'on appelle un érythème migrant. C'est en forme de cible. Ça, c'est textbook. Ça, c'est ce qu'on trouve dans les livres de médecine, là. Fait que si quelqu'un a un érythème comme ça, c'est diagnostic de la maladie de Lyme. Il n'y a pas de question à se poser. Le problème avec ça, c'est que ce n'est pas tout le monde qui va développer un érythème migrant. C'est en fait, entre 30 et 50 des gens n'en auront pas d'érythème migrant. Fait que si la personne n'a pas vu la tique, qu'elle n'a pas d'érythème migrant, c'est un petit peu dur d'aller consulter. Hein? Fait que souvent, quand les gens ont vu la tique ou ont fait un érythème migrant, puis qui ont été consultés à l'intérieur des premiers 72 heures, puis qui ont eu un traitement, je leur dis, allez vous acheter un billet de loterie parce que vous êtes bien chanceux. Il y a de quoi qui est votre bord. L'érythème migrant, ça peut se développer jusqu'à 12 pouces, 30 cm. Mais ça n'a pas toujours cette forme-là, ça peut prendre des formes inégales. Mon amie, l'année passée, c'était juste comme une rougeur sur sa jambe, puis elle n'était pas sûre, tout ça. Mais avec tout ce qu'elle me décrivait dans les symptômes, j'ai dit, ouf, c'est ça. Alors, dans les symptômes de la primo-infection, donc en phase aiguë, c'est des symptômes non spécifiques, hein, mais c'est fièvre, frissons, maux de tête, fatigue, douleurs musculaires et articulaires, des ganglions enflés. Ça peut ressembler à la grippe, en fait. Puis souvent, ce que je dis, c'est faites attention à la grippe d'été, parce que l'été, c'est la saison qui est la plus... non, en fait, c'est pas vrai. C'est le printemps puis l'automne qui sont les deux saisons les plus... qu'on voit le plus de transmission de maladies de Lyme. Mais des fois, ça peut prendre un petit peu de temps avant d'avoir des symptômes quand on a été mordu, mettons, au printemps. Fait que souvent, je dis, faites attention à la grippe d'été. C'est inhabituel. La grippe, si on parle de l'influenza, ce n'est pas des micro-organismes qui se promènent habituellement dans la communauté pendant l'été. Puis encore plus en ce moment, avec COVID, on sait qu'il y a eu très peu d'influenza cette année. Merci aux mesures qui ont été mises en place. Mais bref, pour la maladie de Lyme, il faut que ça allume un flag, là, un drapeau, là, si vous avez des symptômes de grippe d'été. Okay? Les symptômes peuvent se développer des jours ou des semaines après avoir été infecté. Ce n'est pas tout le monde qui va répondre de façon similaire. Okay? Ce que je vous recommande, si jamais vous voyez un érythème comme ça, c'est de le délimiter avec un crayon. Okay? Donc, des fois, s'il y a une rougeur ou quoi que ce soit, vous le délimitez. Puis, quand vous arrivez à votre rendez-vous médical ou allez voir le pharmacien, là, vous pouvez voir si la rougeur s'est étalée au-delà de la limite initiale que vous avez faite. Okay? OK. Alors, quand il s'agit de maladie de Lyme, il y a 3 défis principaux que moi-même j'ai vécu et que tout le monde avec qui j'ai parlé ont vécu avec la maladie de Lyme. Pourquoi le diagnostic est si difficile à avoir dans les phases 2 et 3? Donc, ce que vous avez vu tantôt, la phase aiguë, c'est la phase 1. Là, on va aller parler de la phase 2 et 3. Comment la maladie de Lyme se compare à un marathon? Je vais vous en parler. Et par où commencer pour s'aider et cheminer vers la guérison quand on est affecté? Alors, on va aller résoudre ces mystères. Le défi numéro 1, c'est les symptômes et le diagnostic. Le mythe étant que la maladie de Lyme est facile à diagnostiquer. La réalité, c'est qu'en phase aiguë, oui, quand on a l'érythème, puis bon, on a la corrélation là, avec avoir été en forêt ou quoi que ce soit, mais pas en phase 2 et 3. Okay? Moi, ce que j'entends partout, c'est ma santé se détériore, je passe des batteries de tests, on ne trouve rien, j'ai vu plein de spécialistes qui n'ont rien trouvé,
Mon médecin me dit que j'ai rien. J'ai essayé des traitements, mais ça ne fonctionne pas bien, bien. Tout le monde me dit que c'est dans ma tête et on veut me prescrire des antidépresseurs. Fait que là, quand j'ai ce tableau clinique-là, je leur dis, OK, là, c'est le temps de penser à la maladie de Lyme en phase 2 ou 3. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui se présente avec la même histoire. Tu sais, quand on a une maladie qui se présente tout le temps à peu près de la même façon, puis que là, le médecin il fait une histoire, une anamnèse, et qu'il examine, puis c'est à peu près prévisible, c'est pas mal plus facile à diagnostiquer qu'une maladie qui se présente avec toutes sortes de tableaux cliniques différents. Pourquoi? Parce que la maladie de Lyme, on l'appelle la plus grande imitatrice. Elle va donner des symptômes dans le système pour lequel il y a déjà une faiblesse. Par exemple, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes digestifs quand j'étais jeune. J'avais le syndrome du côlon irritable. Alors, quand la maladie de Lyme chronique a ressorti en 2016, donc j'ai été infectée en 2000, ne le sachant pas, et en 2016, c'est là que tout a sorti en même temps. Devinez quel système a été affecté en premier. Pour moi, c'était mon système digestif. Je n'étais plus capable de rien digérer, j'avais mal, des ballonnements, parce que j'avais déjà une faiblesse dans ce système-là. Okay? Pour quelqu'un qui peut-être a déjà eu un accident de voiture puis qu'elle a fait un whiplash, puis est restée avec une faiblesse au niveau du cou, ça se peut que le tableau clinique principal, ça soit des douleurs dans le cou. Puis je vais vous montrer les symptômes là, un petit peu plus loin, parce que c'est un symptôme classique, la douleur dans le cou. Ça se peut que quelqu'un va se présenter avec d'autres choses, des engourdissements, si la personne a déjà fait, je ne sais pas moi, des tendinites ou qu'elle a déjà des problèmes là, d'inflammation ou quoi que ce soit. Bref, il n'y a personne qui se présente avec le même tableau clinique. Et comme je vous en parlais tantôt, les tests d'ELISA et de Western Blot, la fiabilité est questionnable parce que en phase 2 et 3, souvent, le système immunitaire de la personne, quand ça fait longtemps qu'il combat des infections, des micro-organismes, il commence à s'essouffler. Et pour tester positif au test initial de ELISA, ça prend un système immunitaire qui est presque intact pour atteindre le seuil de positivité des tests. Ça veut dire qu'il faut que le système immunitaire soit en mesure de produire assez d'anticorps pour que on fait le test, puis que le seuil de positivité de l'ELISA est ici et qu'il y ait assez d'anticorps pour sortir positif. Il y a bien des gens que ça fait longtemps, ça peut faire des années qu'ils sont malades, moi c'était le cas, que leur système immunitaire n'est même plus capable de se monter une réaction d'anticorps assez élevée pour atteindre le seuil de positivité du test. Des fois, ce qui arrive, c'est que ça m'est arrivé d'aider des gens comme ça, que ça faisait longtemps qu'ils étaient malades, ils ne savaient pas si c'était la maladie de Lyme, ils voulaient être testés d'emblée. On discutait là, de procédures de traitement et compagnie, et puis qui me disaient, en fait, je leur ai dit, j'ai dit, c'est mieux d'essayer de traiter pendant 3 mois, tu donnes un bon coup de pouce à ton système immunitaire et de tester dans 3 mois. Tu as plus de chances que ça sorte positif, que tu puisses franchir le seuil de positivité du test. OK? Puis là, bien, comme je vous disais tantôt, les tests ELISA au Canada, le chien de garde du Western Blot, c'est l'autre test ELISA à Winnipeg qui ne teste qu'une souche alors qu'il en existe 300 dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui passent inaperçus, en fait. Il y a beaucoup de cas qui ne sont pas détectés. Les tests internationaux sont souvent non reconnus ici. Donc, il y a des gens qui vont vouloir passer des tests aux États-Unis ou en Europe, puis les médecins d'ici vont soit refuser de signer la requête parce qu'ils ne connaissent pas le laboratoire, puis ils ne veulent pas être en mesure là, ils ne sauront peut-être pas l'interpréter ou ils ne veulent pas avoir cette responsabilité-là, ou le test est juste carrément pas reconnu. Et les connaissances médicales actuelles sont limitées pour la phase 2 et 3. Puis, je dis ça en tout respect pour le système médical, parce que j'étais dedans quand je suis tombée malade et ça m'a pris des heures et des heures et des heures de recherche exhaustive pour arriver à trouver ce que c'était. C'est juste pas encore dans... Tu sais, la maladie de Lyme, là, quand on apprend là, à l'école de médecine ou dans mes cours de physiopathologie, on apprend la maladie de Lyme dans sa phase aiguë. Ah oui, on reconnaît la cible, l'érythème migrans, on reconnaît les signes et symptômes, on fait un test, puis si le test est négatif, c'est pas ça. Donc,
il y a un fossé dans les connaissances médicales en ce moment pour les phases 2 et 3. Et, comme je vous disais tantôt, il y a des hypothèses médicales qui parlent que possiblement que la fibromyalgie, l'étiologie, la source de la fibromyalgie, du syndrome de fatigue chronique, ça pourrait être la maladie de Lyme non traitée. Voilà. Mais tu sais, quand on parle de fibromyalgie, syndrome de fatigue chronique, on n'a pas de test sanguin pour tester, pour déterminer ces maladies-là. Ça prend différents critères pour arriver à dire « Ah oui, c'est telle maladie ». Mais ce n'est pas des maladies pour lesquelles on a des prises de sang, qu'on peut dire « Ah oui, c'est ça », comme on testerait là, une infection urinaire ou quoi que ce soit. Là, alors, parmi les symptômes, ici, vous ne trouverez pas tous ces symptômes-là dans les articles ou les livres médicaux actuels. C'est le résultat de toutes les recherches que j'ai faites auprès des experts de maladie de Lyme. Puis, c'était un peu tout décortiqué, là. On me parlait de telle co-infection, Borrelia, Babesia, Bartonella, ça causait ci, ça. Puis c'était tellement disparate. Là, je dis, wow, avec mon cerveau là, qui était dans le brouillard, j'avais besoin de m'organiser. Et ça amène un tableau clinique comme ça, qu'une fois qu'on voit ce tableau clinique-là, c'est tellement plus facile ou tellement plus évident de parvenir à se dire « Ah, c'est peut-être la maladie de Lyme avec laquelle on est en train de dealer. » Là. Okay? Je vous regarde, je vous donne ce tableau-là à regarder et je veux vous inviter à ne pas isoler une chose puis dire « Ah, ça y est, j'ai ça. Okay? » Ça prend un cluster, ça prend comme une gang de symptômes ensemble pour faire le portrait clinique de la maladie de Lyme. C'est vraiment le global picture, là, comme on dit en anglais. Okay? En deuxième et troisième phase, ça va être souvent des douleurs articulaires, des problèmes du système nerveux qui vont se développer, des problèmes du système cardiaque, des palpitations, des problèmes de rythme, d'inflammation cardiaque. On peut avoir des paralysies de Bell, on peut avoir des problèmes de mémoire, des douleurs lancinantes, des engourdissements dans les mains, dans les pieds. Il y a une étude en 2018 qui disait que 65% là, des sérums des patients qui avaient testé positif à la borréliose, Borrelia qui est le spirochète principal de la maladie de Lyme, donc 65% des sérums positifs avaient aussi au moins 2 agents pathogènes, des infections qu'on appelle concomitantes ou des co-infections en anglais. Les 2 co-infections les plus fréquentes, en fait, les 3 les plus fréquentes, c'est Babesia, Bartonella et Anaplasme. Donc ici, je vous fais un tableau clinique de Borrelia, Babesia, Bartonella et c'est aussi un tableau qui est disponible, que je peux vous envoyer par courriel avec le tableau là, de prévention avec les produits. Donc, Borrelia, en fait, les 3 co-infections vont causer de la fatigue parce que c'est fatigant pour le système immunitaire de combattre des infections, multiples complexes d'infections en même temps. Le système immunitaire, c'est à peu près le système du corps qui demande le plus d'énergie. C'est celui qui est le plus énergivore. Tu sais, quand vous pensez dans votre maison, l'électroménager qui consomme le plus d'électricité, souvent c'est la sécheuse, ou je ne sais pas trop. Bien, votre système immunitaire, c'est comme la sécheuse là, de votre corps au niveau de l'énergie que ça demande. Ce n'est pas pour rien que quand on est infecté, on a la grippe ou le rhume, on est fatigué, puis le corps demande à se reposer parce qu'il a besoin de mobiliser toutes ses énergies pour le système immunitaire. Alors, la fatigue, c'est across the board, mais Borrelia est assez classique pour causer encore plus de fatigue. Des douleurs diffuses au niveau des muscles qui s'apparentent à la fibromyalgie. Ça le dit, fibromyalgie, fibre musculaire, myalgie. Myalgie, c'est muscles, puis algie, c'est douleurs. Des douleurs articulaires qui peuvent s'apparenter à l'arthrite. Des difficultés de concentration, du brouillard mental, la faiblesse générale, des tremblements. Il y en a des fois qui décrivent des tremblements locaux ou un tremblement interne. C'est comme s'il y a quelque chose qui tremble à l'intérieur de moi. Des spasmes musculaires, des engourdissements, des picotements, un manque de coordination, un manque d'équilibre. Ça, c'est principalement Borrelia. Babesia. Donc, comme je vous disais, Borrelia, c'est un spirochète, c'est un cousin de la syphilis. Babesia, c'est un parasite. Ce n'est pas une bactérie comme Borrelia, c'est un parasite qui parasite les globules rouges. C'est un cousin de la malaria.
Alors, un antibiotique, mettons qu'on donnerait un antibiotique contre Borrelia, mais qu'il y a une confection avec Babesia, l'antibiotique va toucher Borrelia, mais il ne touchera pas Babesia, parce que c'est un parasite. Il a besoin d'un antiparasitaire. Donc, Babesia va causer des symptômes qu'on appelle cardinaux, qui sont très typiques, des difficultés de se concentrer, mais surtout chercher les mots. Là. Quand je vous disais tantôt, là, en 2016, je cherchais mes mots, mais ça ne se pouvait pas, là, un crayon. C'était l'enfer. Chercher les mots, difficulté à respirer. Il y a des gens, en anglais, on appelle ça un air hunger. C'est comme si la personne n'arrive jamais à prendre la quantité d'air qu'elle a besoin. Et même, il y a une sensation de suffoquer. Il peut y avoir des douleurs aussi au niveau des côtes avec ça. Des fièvres et des suées intermittentes. Des bouffées de chaleur, qu'on n'est pas en ménopause. Moi, j'avais des bouffées de chaleur, j'avais 36 ans. J'ai dit, non, je ne suis pas en ménopause, moi, là. De se sentir frigorifié, d'avoir froid. Donc, on passe de bouffées de chaleur à des gros frissons. C'est comme si le thermostat interne est complètement déréglé. Des POTS, des palpitations. Des POTS, c'est Postural Orthostatic Syndrome. Donc, c'est des palpitations soit avec un changement de posture, donc on passe, mettons, on est assis, on est debout, puis là, ça se met à partir, ou des palpitations même au repos. Moi, j'avais des palpitations au repos. Hey, je me réveillais le matin, là. Je suis comme, OK, je me réveille. Hein. Tout d'un coup, ça se met à partir, cette affaire-là. Des grosses palpitations. Au repos, là. Ou je faisais d'autres choses dans ma journée, puis pas de gros exercices, là. Ça se met à partir, cette affaire-là, des grosses palpitations, puis ce qu'on appelle des contractions ventriculaires prématurées. C'est comme un beat qui manque. Là, c'est comme c'est fatigant, là, on ressent ça dans le fond de la gorge ici. Bref, Babesia, elle est classique pour donner ce genre de palpitations-là. Elle va donner des malaises, des insomnies aussi, difficulté à dormir, des maux de tête bizarres. Il y en a des fois qui décrivent comme des choses, comme si c'était des bébites qui se promenaient dans leur tête. Un état de dépression et d'anxiété, mais avec une peur qui est dominante, une peur qui n'était pas là avant. Moi, j'avais des genres de peur là, que je n'avais jamais eu. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, je suis pilote de deltaplane, dans le sens que c'est pas que j'ai peur de rien, mais je suis habituée à dealer avec la peur, là, tu sais. Et c'était vraiment du jamais vu. Les gens avec des Babesia vont avoir aussi des déjà-vus, beaucoup de déjà-vus. Ils peuvent avoir des acouphènes, ça sonne dans les oreilles, une perte d'appétit, de la nausée, des vomissements, les extrémités, donc les mains, les pieds, c'est froid, c'est douloureux, c'est engourdi. Alors souvent, ça, c'est des symptômes de Babesia. Et j'ai vu beaucoup de gens qui se sont précipités à l'urgence parce qu'ils n'étaient plus capables de respirer et puis qu'ils font des tests et puis que tout est beau. Hein, le taux d'oxygène est correct, on ne trouve pas ce que c'est Babesia qui fait du dommage à l'intérieur comme ça. L'autre co-infection, c'est la Bartonella. La Bartonella, elle est surtout associée avec la maladie de la griffe de chat. Mais dans le cas de la tique, c'est pas tout à fait la même Bartonella. Mais son symptôme cardinal, la Bartonella, c'est des douleurs migrantes au niveau des articulations et des tissus. Une journée, ça fait mal là. Une journée, ça fait mal là. Le lendemain, ça fait mal là. Bref, c'est comme... Ça change tout le temps de place. C'est mélangeant. Puis, c'est frustrant aussi. Excusez. Bartonella peut donner des douleurs en dessous des pieds. Moi, j'avais ça. Aussitôt que je me levais le matin, là, je mettais les pieds au sol. Ah, ça brûlait, ça faisait mal. Des douleurs aux dents aussi. Un autre signe classique de Bartonella, c'est des marques de vergeture sur la peau. Souvent, ça va être dans le bas du dos ou dans le haut des cuisses ou dans le bas du ventre qui apparaissent. Puis que, si on est un homme, là, on n'a pas eu de grossesse, des vergetures comme ça qui apparaissent. Pourquoi? Parce que Bartonella a une affinité pour les capillaires, pour les vaisseaux sanguins. Donc, les vergetures, c'est comme des microcapillaires qui éclatent, en fait, parce que ça fait une inflammation dans le vaisseau. Des maux de tête, de la fatigue, bien sûr, de la raideur dans la nuque, des douleurs dans le cou, beaucoup. En fait, Borrelia donne ça aussi, mais Bartonella, c'est encore plus intense. La fièvre.
peut donner des conjonctivites aussi, c'est le blanc des yeux qui devient rouge, comme, tu sais, comme quand on a des allergies ou quelque chose comme ça, là. Des ganglions enflés. Bartonella va donner aussi de l'angoisse, de la panique et de l'irritabilité. C'est un peu un symptôme qui est à la base de la dépersonnalisation aussi, là. Tu sais, je vous parlais au début, là, moi, je vivais là, beaucoup d'angoisse, de panique, là, puis je ne me reconnaissais plus. J'étais irritable, puis il n'y avait plus rien de bien positif, là. La Bartonelle a aussi une affinité pour le mur, en fait, la paroi de la vessie. Puis ça va créer ce qu'on appelle une genre de cystite interstitielle. OK? La personne va avoir comme des symptômes d'infection urinaire, mais là, elle va tester son urine, elle va consulter, l'urine est claire, il n'y a pas de problème, mais elle va uriner vraiment, vraiment souvent, puis même des fois, ça peut faire mal, parce que les micro-organismes sont dans la paroi de la vessie, ils l'irritent, la vessie, elle essaie de se contracter parce qu'elle essaie de se débarrasser de ça. J'avais une cliente que j'avais coachée avec la maladie de Lyme. Elle allait uriner environ 16 fois par jour. Elle n'était plus capable d'aller dans un centre d'achat ou d'aller à quelque part en voiture plus que 15 minutes parce qu'il fallait toujours qu'elle aille aux toilettes. C'est l'enfer. Et puis, quand elle a entamé un traitement approprié là, pour Bartonelle, elle dit « Wow! » Elle dit « Je suis passée de 16 fois à comme 7 fois dans la journée. » Elle dit « Je peux retourner au centre d'achat. » C'était avant le COVID, là. Je peux retourner magasiner, puis voir les gens, puis elle était bien contente de ça, puis moi aussi. Bartonelle va donner aussi des mal de gorge intermittents. Tu sais, là, le petit, tu sais, là, mal de gorge qui vient, qui repart, on se demande si tu le rhume, si tu ci, si tu ça, je ne sais pas. Peut donner des gastrites aussi, l'irritation de l'estomac, la nausée, du reflux, puis une baisse d'appétit. OK, fait que ça, c'est vraiment les co-infections les plus fréquentes avec Borrelia et c'est un tableau clinique. Donc, pour moi, quand quelqu'un m'arrive avec une chronologie de tableaux de symptômes comme ça, puis souvent, ils ont fait des tests qui ont éliminé plein d'affaires puis ils n'ont rien trouvé, le tableau clinique devient beaucoup plus facile à voir sous cet angle-là. OK? Mais vous ne trouverez pas ce tableau-là dans les encyclopédies médicales actuelles, malheureusement. J'ai bien hâte que ça arrive dans les connaissances générales médicales. Le défi numéro 2, je vous parlais qu'il y avait 3 défis, donc le défi numéro 2, c'est le marathon de la maladie de Lyme. Okay? Avec la maladie de Lyme, c'est que c'est multiples micro-organismes qui attaquent le corps. Le système immunitaire, il ne sait plus où donner de la tête. Il essaie d'éteindre des feux partout, mais il n'y arrive pas là, à reprendre le dessus. Bref, le corps devient de plus en plus fatigué et pas juste le système immunitaire, mais il y a d'autres systèmes dans le corps qui se fatiguent à force de combattre tous ces micro-organismes-là. Donc, non seulement c'est un marathon médical pour le diagnostic puis le traitement, pour les raisons que je vous ai parlé tantôt, mais c'est le marathon du complexe d'infection chronique. Donc, avec la maladie de Lyme, il y a une dérégulation du système immunitaire. Il vient fou, là. Tu sais, il essaie d'éteindre des feux, comme je disais tantôt. Il y a une dérégulation cardiaque, une dysfonction du système neurologique, dysfonction au niveau gastro-intestinal, dysfonction hormonale, donc thyroïde, les gonades, donc les règles, testostérone, bref, tout ce qui fonctionne là, sous hormones, il se crée une dysfonction musculaire et articulaire et une dysfonction mitochondriale. Les mitochondries, j'en parle dans le cours que je donne, qui est beaucoup plus approfondi. Je donne 10 heures de cours là-dessus, parce que là, je vous donne vraiment un gros survol. Mais nos mitochondries, ça vaut juste la peine d'en parler, je les adore. C'est des petites organelles. Ça a l'air d'un petit jelly bean. Puis, on a plein de mitochondries dans nos cellules. Et les mitochondries, c'est elles qui s'occupent de créer de l'ATP, qui est nos unités d'énergie. Donc, quand, mettons qu'on contracte un muscle, bien, ça prend de l'énergie pour que le muscle se contracte, ça prend de l'ATP, l'adénosine triphosphate. Et c'est les mitochondries qui sont responsables d'utiliser nos nutriments puis notre oxygène pour faire une production d'ATP. Bref, toutes les personnes qui ont une maladie chronique et qui ont une maladie qui affecte multisystèmes comme ça ont des dysfonctions mitochondriales. D'ailleurs, je viens de finir une lecture sur le cancer
Et la dysfonction mitochondriale, elle est aussi présente dans le cancer et un facteur à renverser pour aider la personne à renverser ses statistiques. Bref, ça, c'est une autre conférence que je donne. Mais tout ça ensemble fait que ça fait un vrai marathon, cette maladie-là. La borréliose, en fait, la borrelia, elle a de l'affinité pour trois systèmes principaux. Le système gastro-intestinal, ça fait du dommage au niveau de l'intestin, la paroi de l'intestin. Le système neurologique, ça rentre dans le système nerveux central parce que son objectif au pathogène, c'est de se cacher du système immunitaire et qui veut rentrer dans les tissus pour aller se reproduire en paix puis ressortir quand c'est le temps puis d'aller infecter d'autres personnes. Okay? Fait que gastro-intestinal, neurologique et circulatoire, donc les vaisseaux. Et puis, ben, quand le combat, tu sais, là, quand c'est la guerre mondiale, là, puis que la guerre a continué pendant des années, là, puis là, à un moment donné, les soldats sont essoufflés, puis tout le monde est malade, puis ils ont peut-être le scorbut, puis tout ça, ben, c'est que ça fait que tous les autres systèmes à côté sont affectés parce qu'ils ne peuvent pas soutenir cette guerre-là. Okay? C'est vraiment un marathon. On a le marathon du traitement. Bon, je vous disais, la maladie de Lyme affecte plein de symptômes, c'est multisystémique, plein de systèmes, donc il faut l'adresser sous toutes ses formes. Je pense que, je ne suis pas sûre que vous le voyez ici, là, mais la photo montre les 4 différentes formes du spirochète Borrelia, le Borrelia burgdorferi. Donc, quand il est en phase aiguë, on le voit qu'il est en forme de spirochète, qui a l'air d'un petit tire-bouchon. Puis là, éventuellement, ils décident de se mettre ensemble pour se cacher du système immunitaire, puis il va former soit un genre de kyste ou une espèce de micro-organisme sans membrane qu'on appelle en anglais des round bodies. Et puis que ça protège les micro-organismes ensemble, ou un biofilm. On le sait, dans les infections persistantes et résistantes, on connaît le rôle des biofilms. Hein, il se crée une vraie forteresse avec plein d'enzymes puis de tissus. Fait qu'il se crée une forteresse où est-ce que là, les micro-organismes peuvent se reproduire librement, puis le système immunitaire, il passe, là, puis il ne s'en rend même pas compte qu'il y a une infection dans la forteresse de biofilms. Okay? Fait que pour le traitement, c'est important d'adresser toutes les formes de borréliose ainsi que toutes les co-infections. Tantôt, je vous parlais de Babesia. C'est ce que ça a l'air, Babesia. Ça, c'est des globules rouges sous le microscope. Vous voyez les globules là, qui ont deux petites pattes mauves, là. C'est le parasite de Babesia, en fait, qu'on voit dans le globule rouge. Pas super. Et ça, c'est Bartonella. On voit les vergetures classiques là, au niveau du bas du dos que Bartonella va donner. Au niveau du traitement, il faut aussi adresser les 5 piliers de traitement que je vais vous parler dans la slide principale. Et sans ces 5 piliers-là, c'est assez difficile de s'en sortir au complet. C'est comme si, tu sais, c'est une maladie là, qui est multisystémique, elle va partout, fait qu'il faut l'adresser partout, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. OK? J'ai eu beaucoup depuis 4 ans, en fait, que j'aide des gens avec la maladie de Lyme. Et j'ai eu beaucoup de gens qui avaient déjà essayé des affaires, mais qui faisaient un petit peu de ci, un petit peu de ça, puis ça ne marchait pas, puis ça finissait par leur coûter cher, non seulement en argent, mais en temps, puis en qualité de vie qu'ils ne retrouvaient pas. Puis là, je regardais avec eux, j'ai dit, mais il te manque tel pilier, puis il te manque telle chose, puis on met quelque chose de pas mal plus complet, et là, pouf! La personne est en mesure de s'en sortir. Récemment, un de mes clients en Ontario, ça faisait longtemps qu'il se battait avec la maladie de Lyme, puis il arrivait, tu sais, il dit, je faisais des choses, puis je me sentais bien un peu au début, puis ça revenait tout le temps, mais c'est parce qu'il n'y avait pas encore eu tous les 5 piliers au complet. Donc, quand on a commencé là, ensemble, on a mis en place tout le protocole complet, puis lui, c'était fascinant. Dans 3 semaines, il a récupéré tellement d'énergie. Il dit, Catherine, il dit, je suis comme Superman, là. Il dit, je fais du vélo partout. On était à l'automne, là, en pandémie. Il dit, je fais du vélo. Il dit, c'est le fun, il n'y a plus personne dans les rues, mais il dit, moi, il dit, je fais du vélo comme quand j'avais 20 ans, là, puis il avait 56 ans à ce moment-là. Puis il a beaucoup récupéré.
puis ça perdure, là, je le vois régulièrement, puis c'est parce qu'on a mis tout le protocole au complet, les 5 piliers que je vais vous parler ici. Donc, le défi numéro 3, quand ça fait soit longtemps qu'on est affecté ou qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est affecté, soit de la maladie de Lyme ou de quelque chose qu'on ne sait pas ce que c'est, puis que c'est, il y a peut-être des diagnostics de fibromyalgie ou de syndrome de fatigue chronique ou même de dépression, puis la personne, elle n'arrive pas à s'en sortir. Par où est-ce qu'on commence? C'est de l'éducation, l'éducation, l'éducation. C'est d'assister justement à des conférences comme on fait ce soir, pour aller chercher le plus d'informations possible. Il y a des gens qui ont pris cette conférence-là, ce que vous prenez ce soir, et qui sont allés, qui avaient un rendez-vous avec leur médecin, et puis qu'après ça, ils m'ont recontacté, puis ils ont dit « Catherine, merci, parce que grâce à ta conférence, j'en connaissais plus que le médecin à ce moment-là. » Fait qu'elle a été en mesure de parler pour elle-même, puis d'avoir un traitement approprié. Une des choses que je suggère aux gens beaucoup, c'est de passer le questionnaire du docteur Horowitz. Le docteur Horowitz, il est dans le New Jersey aux États-Unis et c'est un expert de la maladie de Lyme. Il a écrit deux briques, deux gros livres là, sur la maladie de Lyme. Et il a mis en place un questionnaire qui est disponible en ligne. Vous faites Google, questionnaire Lyme, docteur Horowitz. Et c'est un système de questions et de pointage. Et ce questionnaire-là a été validé par 2 universités, une en France puis une aux États-Unis, comme étant plus valide que les tests sanguins pour prédire la probabilité que le diagnostic soit de la maladie de Lyme. Okay? Fait que les gens qui ne savent pas trop puis qui ont plein de symptômes ou tout ça, ou que ça fait longtemps, je leur dis toujours commencez par le questionnaire du docteur Horowitz. Et si les gens ont un score de plus que 46, ça veut dire que c'est une forte probabilité que la personne soit atteinte de maladie de Lyme. Okay? Et c'est un questionnaire qui prend en compte, c'est vraiment global, là, tous les systèmes, puis les symptômes là, qui se chevauchent. Le questionnaire d'Horowitz, c'est une belle place où commencer. C'est certain que de pouvoir avoir accès à un ou une professionnelle de la santé qui est formé en maladie de Lyme, ça vaut de l'or. L'important aussi, c'est de prendre en main le cheminement et de devenir votre propre expert. Okay? Si c'est quelque chose là, qui vous atteint. Et de mettre en place les 5 piliers d'un traitement qui se réussit. Et ces 5 piliers-là, je ne les ai pas inventés, c'est vraiment tout ce que j'ai pris là, de mes recherches. J'ai dû faire des centaines d'heures de recherche exhaustives de tous les experts en maladie de Lyme. J'ai tout condensé ça. Et c'est ce qu'un disait, puis un autre disait, puis là, OK, il y en a un autre qui parlait de 3 affaires, 2 affaires, OK. Puis j'ai tout pris ce qui se chevauchait, en fait, pour faire quelque chose de complet. Les 5 piliers, c'est des antimicrobiens, donc soit à base de plantes médicinales ou des antibiotiques conventionnels. Les deux se marient bien ensemble. Mais dans les études, on sait que quand c'est une maladie de Lyme qui est chronique, ça fait longtemps qu'elle est en place, les antibiotiques conventionnels n'ont pas beaucoup d'impact et au contraire peuvent amener des conséquences plus sérieuses au niveau là, de l'atteinte au niveau du foie ou des reins. Okay? Quand c'est en maladie de Lyme aiguë, on veut des antibiotiques conventionnels, c'est ça qui est le plus efficace contre les spirochètes. Si moi, demain matin, je me refaisais piquer par une tique puis je pense que c'est la maladie de Lyme, je vais aller me chercher des antibiotiques conventionnels. Mais pour quelqu'un qui est en phase 2 et 3, en phase chronique, dans les études, les plantes médicinales ont un profil de toxicité qui est beaucoup plus sécuritaire, en fait, et qui est aussi, sinon plus, efficace au long terme que les antibiotiques conventionnels pour une maladie de Lyme chronique. C'est le premier pilier. Le deuxième pilier, une détoxification au quotidien. Fait que quand on se met à prendre des antimicrobiens, puis ça se met à mourir, là, tout ce monde-là, ces pathogènes-là, mais il faut les sortir du terrain. Hein? Fait que souvent, ce qui se passe, c'est que les ressources du corps sont un peu les pathways, là, les mécanismes du corps pour se détoxifier deviennent surchargés. Et il faut aider le corps dans toutes ces phases de détoxification pour sortir les vidanges, comme on dit. Fait que, là, souvent, je donne l'exemple, là, on est sur le champ de bataille, là, puis là, il y a plein de soldats puis de pathogènes qui sont morts. Bien, ça prend des petits bonhommes avec des barouettes qui vont, qui vont les amener hors du champ, qui vont les emballer dans un sac de vidange. Puis là, bien, ça prend le troc de vidange qui sort, qui arrive pour prendre les sacs de vidange puis les amener au dépotoir, qui est la toilette. Enfin.
en grande partie. Fait qu'il faut ouvrir les canaux de détoxification au quotidien. Il faut aussi pouvoir réguler et supporter le système immunitaire. Parce qu'il est tout déréglé, puis lui, il est en train d'éteindre des feux. Fait qu'il y a des endroits où ce qui est trop actif, il faut lui dire « calme-toi le pompon un petit peu ». Et il y a des endroits où ce qui n'est pas assez actif, il faut lui dire « ah, on veut que tu deviennes un petit peu plus actif ici ». Parce que le système immunitaire, là, quand il est comme en mode go, on y va, là, oui, il va aller tuer des bad guys, là, des pathogènes, mais il va aussi émettre beaucoup de cytokines inflammatoires parce que lui, il essaye d'en tuer plusieurs en même temps. Malheureusement, il tue des good guys aussi. Fait qu'on veut le régulariser, puis rendre son action plus intentionnelle, mais on veut aussi réduire la cascade inflammatoire. Parce que l'inflammation, on le sait que c'est à la base de toutes les maladies, mais dans le cas de la maladie de Lyme, bien, avec l'inflammation puis le système immunitaire qui est déréglé, ça peut causer énormément de problématiques. Fait que ça, c'était le 4e pilier, la réduction de la cascade inflammatoire. Le 5e pilier, c'est de supporter les surrénales et les mitochondries. Bref, je ne vous fais pas un cours d'anatomie, mais rapidement, 101, on a nos reins ici, puis chaque rein a un petit chapeau dessus, ce qu'on appelle les surrénales. C'est les surrénales qui sécrètent l'adrénaline, la noradrénaline, puis le cortisol. Puis c'est ce qui vous donne le oomph, là, pour faire vos affaires, pour avoir l'énergie aussi, mais aussi la réaction de fuite, de stress. Alors, souvent, quand ça fait longtemps qu'on est malade, les surrénales sont à plat, sont fatigués. Fatigués. Puis les mitochondries, bien, ils sont endommagés par toutes les toxines des pathogènes. Ils sont endommagés aussi par l'inflammation. Fait que les mitochondries ont de la misère à produire l'énergie nécessaire. Fait qu'il faut aller les nourrir et les protéger aussi. Et comment on fait ça dans les 5 piliers? Eh bien, c'est avec l'alimentation, hein, les aliments qui vont favoriser de réduire l'inflammation, de supporter les mitochondries, les antioxydants qu'on va aller chercher pour protéger les mitochondries des radicaux libres. C'est peut-être un peu de chinois là, que ce que je vous dis. C'est pour ça que j'ai un cours que je donne puis que ça dure pas mal plus longtemps. Je vous donne un survol. On le fait avec la diète, la nutrition, avec des plantes, avec des suppléments, mais aussi avec les habitudes et les attitudes de vie. Alors, en maladie de Lyme, tu sais, les habitudes de vie, on en entend toujours parler, de bien manger, bien dormir, blablabla, mais en maladie de Lyme, ça devient critique. Ça devient tellement important. Puis moi, c'est toutes les choses que j'ai dû faire et que j'ai dû faire tout en même temps et de façon radicale pour pouvoir avoir le succès que j'ai pu avoir. Bref, au niveau de l'alimentation, il y a plusieurs types de diètes, mais dans les études avec la maladie de Lyme, on sait que la diète paléo ou cétogène sont les 2 types d'alimentation qui ont le plus de succès. On veut enlever le sucre, on veut enlever le gluten et les produits laitiers. Pourquoi? Parce que c'est des sources d'inflammation. Au niveau du sommeil, c'est tellement important le sommeil, parce que c'est là qu'on refait nos réserves d'énergie, mais ça aide aussi à réduire le stress, à réduire la charge de micro-organismes aussi. Donc, quand on dort mieux, on a un sommeil plus réparateur, on est capable d'avoir plus d'énergie pendant le jour. L'exposition aux toxines, on n'y pense peut-être pas, mais malheureusement, on est entouré d'un monde où il y a beaucoup de toxines. C'est ça dans les aliments conventionnels, les herbicides, les pesticides, le Roundup, ces choses-là, les toxines dans l'air, les toxines dans l'eau, donc les toxines dans les produits nettoyants. Donc, on veut assainir le plus possible l'environnement externe et interne. Donc, on parle d'alimentation le plus organique, bio qu'on peut. Un système de filtration d'eau si c'est possible, et de pouvoir aussi se détoxifier des métaux lourds, des toxines. C'est quelque chose que je parle dans le cours où est-ce que j'expose le protocole. Les ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques, on n'y pense peut-être pas, mais toutes les cellulaires, les Wi-Fi, les antennes, tout ça, c'est une problématique avec la maladie de Lyme parce que les micro-organismes, les pathogènes, donc les bactéries, les virus, quand ils sont en présence d'ondes électromagnétiques, ça les fait vibrer, puis eux autres, ils perçoivent ça comme une menace. Fait que là, ils se mettent à se reproduire
de façon accélérée et ils se mettent à être de plus en plus virulentes et plus agressives. Donc, pour tous les gens qui ont la maladie de Lyme, c'est recommandé de se protéger des ondes électromagnétiques, ne serait-ce que d'éteindre le Wi-Fi la nuit ou de dormir là, en dessous d'un espèce de filet là, qui bloque les ondes électromagnétiques, un filet qui va créer une cage de Faraday là, en magnétisme, là, en physique magnétique. Bref, j'en parle dans mon cours aussi. Puis de mettre le cellulaire aussi en mode avion et de l'éteindre, surtout la nuit, pour pouvoir laisser là, un repos au corps pour se recharger. Il y a aussi dans les attitudes de vie. Ce que j'ai compris avec la maladie de Lyme, c'est que je ne pouvais plus vivre les émotions et le stress que je vivais comme avant parce que littéralement, ça me rendait malade. Et c'est ce que je vois aussi avec les gens que j'aide depuis 4 ans avec la maladie de Lyme. Ils ne peuvent plus se laisser manger à laine sur le dos, comme on va dire. À peu près tout le monde que j'ai rencontré avec la maladie de Lyme, c'était tous des gens, moi j'en faisais partie aussi, là, qui avaient de la misère à dire non, qui mettaient les besoins des autres avant les leurs, qui disaient oui, mais dans leur cœur, ça disait non, j'ai vraiment pas le goût. Donc, ils avaient de la misère à dire non, puis à mettre des limites avec leur famille ou avec leur travail ou quoi que ce soit. Alors, avec la maladie de Lyme, pour pouvoir retrouver la santé, il faut apprendre à gérer le stress et les émotions d'une autre façon. Et peut-être aussi laisser aller des relations qui ne sont pas très bénéfiques, qui amènent plus de stress que de bénéfices. Apprendre à mettre des limites saines. J'avais une de mes clientes qui, elle se considérait comme le paillasson, là, que tout le monde rentrait puis qui s'essuyait les pieds sur elle, là. Puis une des raisons qu'on a découvert dans son subconscient qu'elle elle avait peur de guérir dans le subconscient, c'est qu'elle s'est rendue compte que si elle guérissait, si elle redevenait comme avant, bien là, elle redeviendrait serveuse de tout le monde, la servante de tout le monde. Puis que là, elle se remettrait à faire la vaisselle puis à ramasser après tout le monde, puis que personne l'aide. Donc, dans son subconscient, il y avait une partie d'elle qui ne voulait pas guérir parce qu'elle avait peur de retourner à une vie qui l'avait rendue malade. Je ne sais pas si je vous amène dans des notions un peu plus approfondies, mais c'est ce que je me rends compte que j'avais en moi. Et c'est ce qui a fait aussi en sorte que j'ai quitté mon emploi comme infirmière praticienne parce que je me suis rendu compte que je vivais beaucoup la vie que les autres voulaient que je vive et je ne voulais pas décevoir mes parents, mon grand-père qui était médecin, puis tout ça. Fait que je me forçais à rester dans un modèle ou une structure qui ne me correspondait plus. Donc, plus je me forçais, plus que j'étais malade. Et quand j'ai libéré, j'ai fait le grand saut et j'ai démissionné de ma job, ma guérison a pris comme un leap, là, comme « wow! » Incroyable. Donc, la gestion du stress, super important. Et attention au langage. Le langage, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parler parce que la communication, c'est les mots, c'est créateur. Hein? S'il n'y avait pas de filtre entre ce qu'on dit et ce qui se crée dans notre vie, on ferait pas mal plus attention. Hein? Tu sais, quand on dit hey, ça, là, ça me tue, là. Si ce qu'on disait arrivait vraiment, ben là, on ferait bien attention parce qu'on ne voudrait pas tomber raide mort, drette là. Hein? Fait, souvent, avec les gens que j'aide en maladie de Lyme ou en coaching, on fait comme un remaniement du langage. Au lieu de dire « ma maladie de Lyme », parce que ça, c'est un facteur de possession, hein, puis quand on possède quelque chose, bien, dans le subconscient, on ne voudra pas le perdre, on dit « non, la maladie de Lyme qui affecte mon corps en ce moment ». Pourquoi en ce moment? Parce que ça n'a pas besoin de durer, ça a pas besoin de durer encore des années. Okay? Le langage, c'est absolument puissant et quand la personne apprend à parler autrement, les choses s'accélèrent au niveau de la guérison parce que le corps, toutes vos cellules, ils entendent tout ce que vous vous dites, hein, autant dans votre tête que tout haut. Il y a aussi, avec les attitudes de vie pour pouvoir récupérer la santé, c'est une résolution des conflits intérieurs. Puis ça, je ne peux pas vous dire à quel point c'est important. Dans n'importe quelle maladie, mais encore plus dans la maladie de Lyme, souvent on a des conflits intérieurs qu'on ne sait pas comment résoudre. Moi, j'avais un conflit intérieur de rester ou pas rester à ma job d'infirmière praticienne pour toutes sortes de raisons. Fait que quand il y a un conflit intérieur, c'est comme s'il y a deux parties de vous qui se battent une et l'autre. Et tout ce temps-là, il y a plein d'énergie qui est mobilisée dans le conflit. Tout ce temps-là, cette énergie-là n'est pas disponible pour guérir. Alors, ce qu'on fait en coaching, c'est qu'on fait une résolution, on harmonise ces conflits intérieurs-là, on les dissout en fait, puis quand il n'y a plus de conflit, bien,
l'énergie qui était pognée dans le conflit, soudainement, elle devient disponible pour le système immunitaire pour guérir et pouf, ça accélère la guérison de la personne. Alors, quand on parle de guérison, ou enfin de retour à la santé, c'est vraiment, ça prend une approche unique. Ce n'est pas juste le corps physique, parce que oui, l'alimentation, les suppléments, tout ce qu'on prend, c'est important. Et l'environnement dans lequel le corps physique est, et c'est important, mais c'est aussi l'environnement interne, les émotions, les croyances qu'on a. Et tout ça ensemble, ça se combine en une approche unique. Et c'est ce que je fais depuis 4 ans en coaching pour les gens avec la maladie de Lyme. Je les aide à retrouver leur vie, leur santé, sans perdre leur temps ou leur argent, en utilisant un protocole qui a été extensivement recherché. En fait, tous les produits qu'il y a dans mon protocole, c'est des produits qui ont de la recherche, qui ont de l'évidence d'efficacité, parce que moi, je les ai pris tout ça, là, puis il n'était pas question que je prenne de quoi qui n'avait pas d'évidence. Je suis une scientifique à la base. Donc, c'est un protocole combiné avec un coaching basé dans les neurosciences appliquées et des neurosciences avancées pour aider justement à réharmoniser ces conflits intérieurs-là et récupérer de l'énergie qui était pognée dans des choses, du stress ou des émotions qui mobilisaient trop d'énergie. Le client là, que j'ai aidé en Ontario, c'était une personne qui avait bien de la misère à dire non. Puis il se sentait tellement mal, là, mais il disait toujours oui. Puis là, ben, il se fatiguait, puis il y avait du ressentiment quand quelqu'un lui demandait de faire de quoi, puis il n'était pas capable de dire non, puis il se disait en dedans de lui, mais tu ne peux pas voir que je ne suis pas bien, là, mais ça ne se voit pas nécessairement de l'extérieur que la personne n'est pas bien. Mais il n'était pas capable de dire non. Fait qu'ensemble, en coaching, il a appris à mettre des frontières saines, il a appris à dire non sans se sentir comme un bad guy. Il a appris à dire non, puis à se sentir bien avec ça, puis en harmonie avec ça, puis en fait, de redonner sa puissance personnelle à l'autre personne aussi. Et il a accéléré sa guérison comme ça. Enfin, son retour à la santé. Alors, c'est vraiment une approche qui est unique et je vous inviterais, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui souffre depuis longtemps, j'offre des rencontres de découverte, en fait, ensemble. Avec la personne, on explore un peu toute la chronologie de ce qui se passe, ses symptômes, les démarches qu'elle a entreprises. On regarde tout ça, puis on regarde ensuite les facteurs qui l'empêchent de retrouver sa santé, qu'est-ce qui la ralentit. Et on crée une vision puissante pour sa santé au-delà de la maladie de Lyme et un plan étape par étape pour aller de l'avant. Je fais toujours une rencontre découverte comme ça parce que c'est pas une approche qui est pour tout le monde. Et si je ne suis pas la bonne personne pour cette personne-là, je n'hésite pas à la référer. Fait que, n'hésitez pas à me contacter si vous avez quelqu'un dans votre entourage ou si peut-être que c'est vous. Puis vous vous êtes reconnu un peu dans le portrait que je vous ai dressé ce soir, à me contacter. J'ai aussi un cours en ligne qui est disponible. C'est au-delà de 10 heures de vidéos. C'est tout le résultat de mes recherches intensives. Ce soir, je vous ai fait comme la pointe de l'iceberg, mais c'est un cours qui va beaucoup plus en profondeur avec tout le protocole, les ingrédients, qu'est-ce que ça fait, pourquoi est-ce qu'on prend ça, l'alimentation, quoi manger, il y a des recettes, il y a des techniques de libération émotionnelle. C'est vraiment étape par étape. Puis, c'est sur un portail, en fait, un portail en ligne où est-ce que vous avez accès là, à la plateforme et vous avez accès à poser des questions aussi. Vous voyez aussi les questions des autres. Puis, je réponds à vos questions en dedans de 72 heures. Fait que, j'ai eu beaucoup de gens qui ont pris ce cours-là et qui me sont revenus des mois plus tard, qui m'ont dit, Catherine, j'ai mis en application tout ce que tu as enseigné. Puis, j'ai une personne en tête d'ailleurs qui était proche de la chaise roulante. Elle marchait avec une marchette. Puis c'était une jeune, là, elle avait 42, quelque chose comme ça. Et elle ne savait pas ce qu'elle avait, puis elle s'est mise à mettre en application tout ce qu'elle a appris dans le cours. Et quelques mois plus tard, en fait, c'est sa cousine qui m'a dit, hey, elle dit, ma cousine, elle dit, elle a pris ton cours, puis on la voyait dépérir, puis elle marchait en marchette, puis elle dit, là, elle est arrivée dans la rue, puis elle se faisait 2 kilomètres qu'elle marchait pour venir me visiter, puis elle se sent beaucoup mieux, puis ça l'a tellement aidée. J'ai d'autres gens qui sont des naturopathes ou des massothérapeutes qui ont pris le cours, puis ça leur a permis aussi d'informer leurs patients ou leurs clients, de les aider à retrouver leur vie
au-delà de la maladie de Lyme ou même des gens qui avaient de la fibromyalgie ou de la fatigue chronique, ça les a aidés à s'améliorer. Bref, le cours vaut 497 dans la valeur initiale, puis je vous donne un coupon rabais de 300 $. Le coupon, c'est Vie sans Lyme, puis vous avez le petit code QR que vous pouvez prendre une photo avec votre téléphone. Vous prenez l'application de photo, puis vous mettez votre téléphone intelligent dessus, puis il va capter le code QR là, pour aller sur la page d'accueil du cours. Donc, c'est un gros, en fait, le rabais, c'est pour honorer votre présence avec moi pendant la conférence. Et je vous laisse avec un moment décisif, en fait. Ce moment-là, c'était le 27 juillet 2017, je me rappelle comme si c'était hier. J'étais en vacances à Mont-Saint-Pierre, en Gaspésie, et ça faisait à peu près 5 mois que j'étais sur mon protocole, puis que je récupérais, puis ça allait de mieux en mieux. Puis ça faisait déjà un petit bout de temps que j'entendais ma petite voix qui me disait « Aide donc les gens qui ont la maladie de Lyme. » Puis je me disais oh, « Je sais pas, là, tu sais, j'en connais pas assez, ou je suis qui, moi, pour les aider? » Puis bref, le 27 juillet 2017, je m'élance pour décoller de Mont-Saint-Pierre avec des amis, puis là, j'ai un beau vol d'1 heure. Et puis là, j'étais littéralement dans les airs, à voir le fleuve, puis le soleil qui se couchait, ou en fait, qui se reflétait sur le fleuve, mes amis en parapente, en deltaplane, les chic-chocs en arrière. Pour ceux qui ont déjà volé, là, je sais, Jean-Claude, tu es là, tu sais ce que c'est. Puis là, j'en avais les larmes aux yeux dans les airs, parce que je me disais, waouh, j'ai récupéré mes muscles, j'ai récupéré de l'énergie, je peux voler en deltaplane. Oh my God, merci, 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 merci. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu la voix, l'univers, Dieu, whatever qu'on pourra l'appeler, qui m'a dit, OK, là, c'est le temps que tu aides les gens qui ont la maladie de Lyme à s'en sortir puis à pouvoir avoir ce que tu as, toi aussi. Puis là, j'ai dit, OK, c'est beau. Oui, parce que je veux tellement que tout le monde puisse récupérer leur vie puis leur santé, comme ce que moi j'ai fait. Alors, d'où la raison pourquoi je fais ce que je fais. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Ce soir, je suis disponible pour vos questions. Et ça, c'est mes coordonnées, le site web sur la maladie de Lyme, missionlyme.com. J'ai ma page Facebook où est-ce que vous pouvez voir, j'ai toutes sortes de vidéos, des capsules là, informatives sur toutes sortes de choses. Des vidéos de la maladie de Lyme, j'en ai beaucoup en 2017, 2018, 2019. Et mon courriel, inspiration@catherinegagnon.ca. Et voilà quelques ressources utiles. Si vous regardez en rediffusion, vous allez pouvoir mettre pause et puis aller voir là, les différentes références si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et je vous remercie énormément et je vais être disponible pour vos questions si vous voulez me les poser, soit dans le chat de vive voix ou en privé par courriel. Alors, merci et je vous souhaite une belle soirée.